C'est bon. C'est bon, j'ai eu la notif que c'était lancé. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous à ce premier webinaire organisé par l'AFPR, donc l'Association française du psychotraumatisme et de la résilience. Voilà, vous êtes nombreux, nombreuses, vous venez de la France entière. Ça fait super plaisir de vous avoir pour ce premier événement qu'on organise. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Alexis Van Capelle qui va nous présenter un nouveau modèle de prise en soin de la dissociation par le biais, sous le prisme des thérapies comportementales et cognitives. Si je passe le slide, c'est encore mieux. Voilà. Donc, au programme du jour, je vais commencer par une présentation très courte de notre association, histoire que vous sachiez qui on est. Puis, Amélie Amilo, ici présente, qui est la présidente de notre association et qui a une précédente carrière de journaliste, posera quelques questions à notre intervenant du jour. Ensuite, on aura l'intervention. À nouveau, quelques questions du coup, après l'intervention. Puis, vous aurez l'occasion, toutes et tous, de pouvoir poser vos questions. Alors, pour ce qui est de notre association, donc voilà, on est l'Association française du psychotraumatisme et de la résilience. On est une bébé association qui a été créée l'année dernière donc par des étudiants, étudiantes ou anciens étudiants, étudiantes du master PCVDP de Nice. Donc, master ayant une approche intégrative et formant à plusieurs psychothérapies, y compris les TCC et le MDR. Nos missions, notre objectif sont de sensibiliser, prévenir et rassembler autour du psychotraumatisme. Vous avez déjà des premières ressources si vous souhaitez nous suivre sur nos réseaux, sachant qu'on y reviendra également en fin de webinaire. Et je crois qu'on peut passer à la suite. Je vous laisse la parole, Amélie et Alexis. J'enlève mon partage d'écran. C'est tout bon. Merci, merci Cyril. On va faire très court hein, sur l'interview. Ça va être 3 questions maintenant et tout à l'heure une ou deux questions juste pour rebondir s'il y a besoin sur ce qui a été dit. Après, on laissera amplement la parole à tous les participants pour que les gens puissent poser les questions qu'ils ont à poser. Donc déjà, merci hein, d'être parmi nous ce soir. On est ravis de faire ce premier webinaire avec vous sur ce sujet hyper intéressant qu'est la dissociation. Et alors justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous vous êtes lancé sur la dissociation, pourquoi avoir consacré 3 ans de thèse, et puis avoir choisi de se spécialiser sur cette question-là. Ok, bah alors, déjà, bonjour à tous, s'il y en a qui nous ont rejoints en cours de route. Merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Et bravo pour cet événement qui rassemble pas mal de monde. Je vais essayer de ne pas m'étendre sur les questions. En fait, donc moi, j'ai fait ma formation initiale à Lille dans un master qui est spécialisé dans les thérapies cognitives et comportementales. Et à l'époque, tous les enseignants, enfin tous les enseignants, la majorité des enseignants étaient orientés plutôt sur les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles de l'usage de l'alcool, du comportement alimentaire. Et le modèle TCC était voilà, très bien maîtrisé, on applique, ça fonctionne bien, on a des bons résultats. Et mon interrogation était de savoir si sur les pathologies du spectre de la schizophrénie, on pouvait avoir cette même approche et on pouvait arriver à une diminution ou une disparition complète de la problématique. Et donc, en fait, à l'origine, je me suis intéressé à la dissociation, mais pas du tout dans le champ du psychotrauma, dans le champ de la schizophrénie. J'ai fait un stage de formation auprès de cette population. Et puis, pour compléter et avoir la vision à 360, j'ai fait un stage ensuite dans le psychotrauma. Et là sont arrivées toutes les questions. Est-ce que cette dissociation est la même, pas la même? Est-ce qu'on a des facteurs qui sont similaires, pas similaires? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Et voilà, c'est ensuite... Enfin, on va dire, les opportunités ont fait que j'ai continué dans le champ de la prise en charge du psychotrauma avec la confrontation à des patients qui présentaient des symptômes dissociatifs assez importants. Le constat qu'on avait peu d'interventions, en tout cas basées sur l'épreuve, et que, en tout cas dans le champ des TCC, on n'avait pas d'approche. Et donc, c'est là que je me suis lancé avec pour objectif de développer une intervention thérapeutique basée sur l'épreuve. Et j'espère qu'on arrive tout doucement à atteindre cet objectif. Voilà. C'est formidable parce que la fin de votre réponse lance parfaitement ma deuxième question, qui était justement pourquoi il y avait si peu de modèles théoriques, si peu d'interventions fondées sur l'épreuve sur la dissociation. Pourquoi il y avait ce manque-là, selon vous? Alors,
pour, à mon avis, pour des raisons principalement historiques. Et la première, c'est que le concept de dissociation appartient finalement depuis longtemps au champ psychanalytique, on va dire. En tout cas, il a été très fortement associé à tous les travaux de Janet, donc dans une approche plutôt d'interprétation. Associé à ça, se pose toujours la question de la mesure de la dissociation. C'est quoi la dissociation? Comment est-ce qu'on la mesure? Comment est-ce qu'on la capte? Et du coup, le constat qu'on peut faire, c'est que la dissociation, on la mesure mal. Et je ne pense pas qu'on puisse un jour résoudre ce problème, puisque enfin, être capable pour un patient ou un individu d'identifier la dissociation, c'est être capable d'avoir conscience d'une altération de la conscience. Et à partir de ce moment-là, c'est forcément problématique. Donc on peut utiliser des autoquestionnaires, des entretiens et tout ce qu'on veut, on arrivera toujours à cette limite à un moment donné. Et du coup, pour des expérimentalistes un peu purs et durs, je pense qu'il n'y a pas eu trop d'envie, entre guillemets, de s'intéresser à cette question-là. Ça, c'est une première réponse, on va dire, sur le champ de pourquoi on a eu ce moins d'intérêt, on va dire, dans le champ des thérapies basées sur les preuves. Et puis après, plus globalement, en fait, le concept de dissociation, il a été au départ introduit dans le concept du psychotrauma avec tous les travaux de Janet, et puis ensuite il a été récupéré par justement les théories autour de la schizophrénie avec les travaux de Bleuler. Et pour tout un tas de raisons, encore une fois, historiques, on a mis, on va dire, le focus attentionnel plutôt sur ces types de pathologies. Et donc, on a parlé de dissociation dans la schizophrénie, et au final, on a perdu progressivement la dissociation au sens psychotraumatique. Donc, il y a deux raisons. À la fois, le concept il s'est un petit peu perdu de manière générale pour tout un tas d'évolutions conceptuelles. Et puis ensuite, puisqu'il est plus complexe et difficile à baliser, il a probablement aussi été plus enfin voilà, il a eu moins de succès auprès des expérimentalistes, on va dire. En tout cas, c'est l'hypothèse que moi j'en fais. Ok, merci beaucoup. Alors une dernière question, puisqu'on est ici, il y a quand même, à mon avis, beaucoup de gens qui sont des gens qui aiment suivre ce qui se fait dans la recherche scientifique actuellement. Pour vous, mis à part vos travaux, bien sûr, quels sont les noms à suivre? Quels sont les chercheurs à la pointe sur la question de la dissociation aujourd'hui? Et par exemple, voilà, il y a des étudiants ici, qu'est-ce que vous leur conseillerez comme nom pour aller se former et s'informer sur cette question-là? Oui, alors sur le champ de la dissociation, la chercheuse qui est la plus à la pointe pour moi, c'est Lanius, Ruth Lanius, qui travaille au Canada et qui a développé toute une équipe autour de cette question-là et qui a notamment travaillé donc enfin, qui travaille sur la neurobiologie de la dissociation, où eux, ils ont développé tout un panel d'études. Je vous en dirai un petit mot justement dans la présentation. Oui, tout à fait. Euh, donc, qui porte sur identifier les structures cérébrales qui sont activées au moment où les patients dissocient versus au moment où ils sont sur un mode d'hyperactivation neurobiologique. Et donc, qui font des études qui sont de plus en plus précises, où ils arrivent à déterminer les sous-structures de l'amygdale qui vont être impliquées dans la dissociation sur un versant activateur, inhibiteur. Enfin, en tout cas, on arrive à faire des choses très précises sur le plan neurobiologique. Et donc, ça, je vous recommande de lire ça. Après, l'aspect neurobio pose d'autres questions, mais ça, je vais le garder pour dans quelques minutes. Tout à fait. Bah, justement, je vais vous passer la parole désormais, hein. Merci pour ces quelques premières réponses. Je profite juste d'avoir la parole pour annoncer qu'on a déjà le nom de la prochaine personne qui interviendra dans notre prochain webinaire. Ce sera le 11 mars à 19 heures. On refera tourner l'information, hein, sur tous nos réseaux, bien sûr. Ce sera Nathalie Boisselier, qui est chargée de cours à l'Université Côte d'Azur, qui est doctorante, qui travaille sur la question de l'adversité précoce et de l'intelligence, et qui viendra nous parler d'intelligence, de HPI, entre les mythes et la réalité. Qu'est-ce que dit la science? Voilà, on va aussi aller fouiller la recherche scientifique sur ces questions-là. Je vous laisse la parole. On parle désormais de dissociation. Merci beaucoup, Ouais. Alexis Capel. Merci à vous. Alors, euh, tac. Il faut donc, ça c'est le petit moment technique, mais on va y arriver. Hop,
Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Ouais, Oui, on le voit. on le voit bien. Impeccable. Eh bien, il n'y a plus qu'à y aller. Pardon. C'était la petite révision de dernière minute. Voilà. C'est parfait. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'approche cognitivo-comportementale centrée sur la dissociation en abordant les fondements empiriques et les interventions thérapeutiques. Euh, Voilà, donc pour situer un petit peu mon activité professionnelle, moi j'interviens donc à Tours en tant que psychologue sur l'hôpital, j'interviens en psychiatrie générale et en service de psychotraumatologie, et puis je suis aussi à l'université, maître de conférence, je suis rattaché à l'équipe de recherche Calipsy, qui travaille donc sur la qualité de vie et la santé psychologique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits éléments. Déjà, vous présenter l'équipe avec laquelle je travaille. euh, et voilà, qui porte avec moi un petit peu toute cette thématique, même si c'est vrai que euh, je m'investis beaucoup, les collègues sont avec moi sur ces questions. Donc Géraldine Tapia, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux, Wissam Elhaj, qui est professeur de psychiatrie à l'Université de Tours, Christian Réveillard, qui est professeur de psychologie à l'Université de Tours et maintenant à la retraite, Robert Courtois, professeur de psychologie, et David Clarisse également à l'Université de Poitiers avant et maintenant à l'Université de Tours. Et donc, autre point avant de se lancer dans le vif du sujet, encore une fois, se définir ensemble qu'est-ce que la dissociation pour qu'on ait un petit peu une vision commune de tout ça. La dissociation, elle est définie par la Société américaine de psychiatrie comme une désunion des fonctions normalement intégrées de la conscience, la perception, la mémoire, etc. Bon, in fine, quand on s'est raconté ça, on ne sait pas forcément mieux ce qu'est la dissociation, si ce n'est un processus de désunion. Et donc, le plus simple, c'est encore de le définir avec l'ensemble des manifestations et des symptômes, qui sont les symptômes donc d'irréalité, l'impression que les choses autour de moi ne sont pas réelles, comme si j'étais dans un film, comme si les gens étaient en train de jouer une pièce de théâtre ou autre. L'impression d'être hors de son corps. euh, voilà, de sortir de son corps, de se voir depuis le dessus, depuis le côté, l'impression d'avoir plusieurs parties en soi, les phénomènes de rêverie, et puis les processus de blackout qui font que les patients vont avoir une absence de souvenirs sur quelques minutes ou quelques heures en fonction de l'intensité des symptômes dissociatifs. Donc justement, si on fait le lien avec ce qu'on s'est raconté un petit peu juste avant et qu'on fait l'état des lieux de la conceptualisation de la dissociation, on a deux approches qui vont dominer la littérature, qui sont d'abord tous les travaux de l'équipe de Van der Hart, qui portent sur le modèle de la dissociation structurelle de la personnalité, et ensuite les modèles plutôt neurobiologiques de l'anus. Et donc, l'avantage des modèles du modèle de Van der Hart, c'est que c'est un modèle qui est très clinique, qui est très proche de l'expérience du patient et qui est basé sur une interprétation phénoménologique. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'approche empirique finalement de toutes ces conceptualisations, ce qui vient soulever un certain nombre de questions, a fortiori dans la société dans laquelle on évolue maintenant, où on tend à développer des interventions plutôt basées sur les preuves. À l'inverse, les travaux de l'anus sont vraiment extrêmement sérieux sur le plan de de l'approche empirique. On a fait des très belles études donc en IRM fonctionnel, sur le plan méthodologique très rigoureuse, mais savoir voilà, que vous avez telle sous-structure de l'amygdale qui va être activée lorsque votre patient dissocie, alors que telle autre va être inhibée, mais ça ne vous dit pas forcément ce que vous devez faire avec lui en intervention thérapeutique, a fortiori pour des psychologues, et de toute façon, toutes ces connaissances neurobiologiques ne nous ont pas permis, à l'heure actuelle, de développer des traitements médicamenteux pour la dissociation. Donc on a une très belle connaissance de comment ça s'allume dans le cerveau finalement sur le plan de la dissociation, mais on ne sait toujours pas ce qu'on peut en faire. Donc l'objectif de l'approche qu'on a développée avec les collègues, c'est d'avoir ce double avantage d'être basé sur des preuves et de permettre une intervention thérapeutique. Puisqu'in fine, il n'y a pas de thérapie scientifiquement validée pour le traitement de la dissociation, alors même que sa fréquence elle est élevée, et qu'elle impacte négativement la prise en charge des comorbidités, la plus importante étant le trouble de stress post-traumatique, donc le TSPT. Mais il faut savoir que selon les études et les événements traumatiques, on a jusqu'à 83% des patients qui souffrent de TSPT qui vont présenter aussi des symptômes dissociatifs. Donc une prévalence qui est énorme, alors qu'à l'heure actuelle, on a
ni modèle qui permettent à la fois une approche scientifique et à la fois une approche thérapeutique, ni du coup intervention thérapeutique euh, scientifiquement validée qui en découle. Pardon. Donc, l'objectif est de répondre à cette problématique. Et pour ça, on a réalisé un travail en 5 étapes où on a commencé par réaliser une approche qualitative exploratoire des phénomènes de la dissociation en repartant sur l'analyse du discours des patients. Ensuite, on a réalisé une approche quantitative confirmatoire pour venir vérifier un certain nombre d'hypothèses qu'on avait identifiées. On a synthétisé et modélisé toutes ces connaissances ou ces résultats dans un travail théorique. Et puis, on a développé une intervention thérapeutique qui est la thérapie cognitive et comportementale centrée sur la dissociation, donc la TCC-CD. Et maintenant, on est dans l'étape de diffusion des connaissances. Donc pour l'approche qualitative, je vous mettrai à chaque fois un petit screenshot des articles scientifiques si jamais vous êtes intéressé, mais sinon, c'est pas ce qu'il y a d'essentiel. Donc là, un travail qu'on a réalisé avec des collègues de Montpellier notamment. Et voilà ce qu'on a fait. On a recruté 15 patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique, de sous-type dissociatif. Donc le TSPT-D veut dire sous-type dissociatif, 11 femmes, une moyenne d'âge à 33 ans. Et on a réalisé des entretiens semi-structurés avec eux pour identifier les stimuli discriminatifs, donc qu'est-ce qui déclenche la dissociation, les croyances autour de la dissociation et les stratégies de contrôle. Et on a réalisé une analyse thématique où on a relevé les codes, les thèmes, les sous-thèmes, et on a fait un travail qu'on appelle de double codage. Au niveau des résultats, voici ce qu'on observe. Vous avez ici le nombre de participants qui ont présenté la thématique et leur pourcentage à droite. Et ce que vous observez sur les éléments principaux qui ressortent, c'est que l'ensemble des participants ont présenté des croyances négatives sur la dissociation, l'idée que la dissociation, eh bien, ça les empêche de travailler, de fonctionner, de faire leurs courses, d'avoir une vie au quotidien. 93% d'entre eux vont présenter la croyance que la dissociation, eh bien, c'est un processus, c'est intéressant, et notamment c'est un processus qui entraîne du soulagement et qui permet d'éviter les éléments aversifs désagréables. 87% que ce sont que ce sont des stimuli aversifs pardon, qui vont déclencher la dissociation, donc des images intrusives, des émotions désagréables. 80% que ce sont les techniques d'ancrage qui permettent de gérer la dissociation. 73% que ce sont les techniques de gestion émotionnelle et 67% que ce sont les techniques d'ancrage. Et pardon, j'ai fait une confusion, c'est les techniques de concentration la première fois. Mes excuses. Donc à partir de tout ça, on a identifié 3 axes de recherche potentiels pour comprendre les processus dissociatifs. Le premier, c'est l'altération des processus attentionnels au moment de la dissociation. L'idée, c'est les personnes décrivent que lorsqu'elles stimulent leur attention, on a une diminution des symptômes dissociatifs. Donc potentiellement, eh bien, on a 2 phénomènes qui s'opposent, l'état d'alerte, de vigilance, et puis ce phénomène dissociatif. Le deuxième point, c'est le potentiel intérêt des thérapies basées sur la pleine conscience pour augmenter les capacités d'ancrage et de contrôle attentionnel. Et le troisième point, c'est le rôle des croyances sur la dissociation et des croyances sur les émotions, puisque les personnes vont décrire qu'elles utilisent finalement la dissociation pour échapper à leurs émotions désagréables. Donc, 2 articles, si jamais vous êtes intéressé, qui ont été publiés dans le journal européen et américain de trauma et de dissociation, et qui ont permis de montrer en fait d'une première manière le lien entre l'altération des processus cognitifs et l'altération et les phénomènes de dissociation. Et puis là, une étude que je vous présente qui est en cours, qui vous permet de voir un petit peu ce qu'on fait aussi à l'heure actuelle. Donc, pour cette étude, on recrute 100 participants de la population générale, 57 femmes avec une moyenne d'âge à 22 ans. Et puis on recrute en plus une population clinique qui sont des patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique pour lesquels les résultats ne sont pas encore disponibles du coup. On les évalue avec des questionnaires que vous connaissez généralement, donc pour évaluer la dissociation, la régulation émotionnelle de stress post-traumatique, et on réalise avec eux tout un tas de tâches cognitives qui mesurent l'attention, l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité et la vitesse de traitement. Et on va réaliser des analyses de corrélation et de comparaison de groupe pour explorer un petit peu ces résultats. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus en détail? Alors, je m'excuse par avance, les 2 diapositives qui vont venir vont être un peu plus lourdes, mais après ce sera plus léger. Donc, concrètement, on relève des données sociodémographiques auprès de nos participants, et puis on va mesurer en fait 4 fois
la dissociation état avec un petit entretien qui est court. Et en fait, on va aller observer comment la dissociation état, elle évolue au cours du temps en fonction de tout un ensemble de tâches qu'on va proposer aux patients. Donc, on relève nos données socio-démographiques, on mesure la dissociation état, on fait passer notre batterie d'auto-questionnaire, et puis ensuite, deuxième temps, on évalue les performances cognitives de nos patients avec des tâches comme le Stroop, le NBAC, le GoNoGo, la détection, la dénomination, et on va remesurer la dissociation état qui s'est produite durant les différentes tâches cognitives. Et puis ensuite, on va réaliser à nouveau des tâches cognitives émotionnelles, les mêmes, mais cette fois-ci, les mots, les stimuli qui vont être présentés sont des stimuli qui sont en lien avec la notion d'agression. Et donc, on va voir, durant ces tâches, est-ce que la personne, elle a dissocié ou pas. Et, dernier temps, on va répartir de manière aléatoire les participants dans deux conditions, pas d'induction plus une tâche de détection versus induction dissociative plus une tâche de détection, et on va remesurer à nouveau la dissociation état sur cette dernière épreuve. L'objectif étant de voir comment la dissociation varie en même temps que les performances cognitives au sens large. Et voici ce qu'on observe. On ne va pas regarder les résultats dans le détail, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui ressort. Vous avez à gauche, en fait, l'ensemble des temps de réaction aux différentes planches du Stroop qui vont mesurer l'inhibition, la concentration, la flexibilité. Et vous avez ici CADS 1, 2, 3, 4, qui vont être finalement les différentes mesures de la dissociation. Et ce qu'on observe de manière relativement claire, c'est que eh bien, les performances cognitives au troisième temps, c'est-à-dire le niveau de dissociation après les tâches émotionnelles, va être corrélé de manière significative à l'ensemble des performances cognitives. Donc, plus j'ai des symptômes de dissociation importants suite à une tâche émotionnelle, et plus j'ai des difficultés cognitives, puisqu'ici, c'est le temps de réaction, hein, donc plus mon temps de réaction est long, plus j'ai des difficultés. Donc, au plus j'ai des difficultés cognitives, et au plus je dissocie lorsqu'il y a une stimulation émotionnelle. Et c'est la même chose qu'on va observer sur le nombre de réponses correctes, où vous voyez, de réponses correctes ou incorrectes, où vous voyez encore une fois, au plus il va y avoir d'erreurs, et au plus on va avoir des scores de dissociation qui vont être importants, uniquement sur ce troisième temps de mesure, qui est la dissociation qui apparaît suite à la stimulation émotionnelle. Et dernier résultat qu'on observe sur cette première étude, c'est lorsqu'on regarde maintenant l'effet de l'induction. Donc l'induction, on va en reparler un petit peu après. En fait, on plonge les patients dans un état dissociatif léger grâce à une induction qui est un petit peu une induction hypnotique, en quelque sorte. On leur demande de se remettre dans un souvenir dans lequel ils ont ressenti de la dissociation. Eh bien, on va observer que chez les personnes auxquelles on a demandé de faire ça, comparativement aux autres qui étaient dans une situation d'attente, on va observer déjà plus de symptômes dissociatifs. Ça, c'est déjà rassurant. Ça veut dire que lorsqu'on active, entre guillemets, la dissociation, on active bien la dissociation. Ça, c'est la première chose dont on a besoin. Et puis ensuite, on va observer qu'on a un effet délétère de cette induction sur la tâche de détection, donc sur finalement la réponse perceptivo-motrice, la réaction attentionnelle de base. Bon, on va avoir plus de difficultés, plus de lenteur chez les personnes suite à l'induction dissociative, comparativement aux personnes qui n'ont pas eu d'induction dissociative. Et ça suggère qu'il existe un double lien entre les processus de dissociation et les processus cognitifs. La cognition froide, c'est-à-dire la cognition sans activation émotionnelle, la cognition de base, lorsque vous faites votre liste de courses, lorsque vous vous concentrez en cours, lorsque vous écoutez quelque chose, etc. Ces processus cognitifs-là vont prédire la réactivité dissociative, c'est-à-dire à quel point vous allez avoir beaucoup de symptômes dissociatifs dans une situation émotionnelle. Et puis en plus de ça, lorsque cette dissociation elle va activer, elle va remettre une couche, en fait, elle va altérer encore plus les phénomènes cognitifs, les processus de performance cognitive. Est-ce que tout le monde est avec moi jusque-là? Oui. Ouais, merci. Oui. Ah, du coup, donc deuxième axe, hein, si on prend toujours notre étude qualitative, ici sur le lien entre pleine conscience et dissociation. Ou pareil, je vous renvoie à deux travaux
si jamais vous êtes intéressé, qui ont été publiés dans les journaux de trauma et de dissociation. Cette fois-ci, on a recruté 312 participants de la population générale, 90 patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. On les a évalués uniquement avec des questionnaires pour mesurer la dissociation, la pleine conscience, la régulation émotionnelle et l'attention, et on a fait des analyses de corrélation et de médiation. Qu'est-ce qu'on observe? Premier point, eh bien, on a une association négative entre pleine conscience et dissociation. Plus j'ai des bonnes capacités de pleine conscience, et moins j'ai des symptômes dissociatifs, et on est sur une force d'association qui est de 0,40. Donc 0,40, c'est pas mal. C'est un petit peu en dessous de l'association entre estime de soi et dépression, pour vous donner un petit peu un comparatif. Et ensuite, on a répliqué donc un modèle que vous connaissez peut-être, qui est le modèle de Bishop et collaborateurs, et qui dit qu'en fait, il y a deux mécanismes actifs lorsqu'on entraîne les personnes à la pleine conscience. On va, un, augmenter leur capacité d'acceptation émotionnelle, et deux, on va augmenter leur capacité de contrôle attentionnel. Et donc, c'est ce qu'on a observé. On a observé que plus les gens ont des bonnes capacités de pleine conscience, plus ils ont des bonnes capacités d'acceptation émotionnelle, donc ils tolèrent, ils font de la place à ce qu'ils ressentent, et moins ils dissocient. Et de la même manière, plus ils ont des bonnes capacités de pleine conscience, plus ils ont des bonnes capacités de contrôle attentionnel, et moins ils dissocient. Donc ça, c'était pour le deuxième axe. Et le troisième axe, le voilà, sur le lien, enfin sur le rôle des croyances. Et là, je vous renvoie à l'article qui a été publié dans Psychothérapie cognitive et comportementale. On a fait la même chose, on a recruté 1009 participants de la population générale et 90 patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. On les a évalués avec des questionnaires pour relever la dissociation, les croyances sur les émotions, les croyances sur la dissociation et la régulation émotionnelle. Et on a réalisé des analyses de type corrélation, médiation et des analyses de validation de questionnaires, mais qui nous intéressent peu ici. Au niveau des résultats, voici ce qu'on observe. Vous avez dans mon tableau là les différentes croyances et vous avez les symptômes de dissociation et les difficultés de régulation émotionnelle. Et vous avez ça pour la population générale et pour la population clinique. Et ce que vous observez, grossièrement, c'est qu'on a une association positive significative partout. C'est-à-dire que plus les personnes elles pensent que les émotions vont les déborder, là, débordement émotionnel, plus elles vont dissocier et plus elles vont avoir des difficultés de gestion émotionnelle. Plus elles vont penser qu'elles sont esclaves de leurs émotions, plus elles vont dissocier, plus elles ont des difficultés de gestion émotionnelle. Plus elles pensent que la dissociation, c'est mal, que ça les ennuie, plus elles dissocient, et plus elles ont des difficultés de gestion émotionnelle. Et plus elles pensent que la dissociation, c'est quelque chose de positif, au plus elles dissocient, et au plus elles ont des difficultés de gestion émotionnelle. Et c'est exactement donc le même pattern sur la population clinique, sauf que cette fois-ci, on a juste une association qui n'apparaît pas comme significative, qui est celle-ci, là, entre esclavagisme émotionnel et dissociation, mais qui est aussi probablement liée à la puissance statistique qui est moins importante ici. Alors, j'ai fini de vous embêter avec mes analyses statistiques. On va pouvoir repasser maintenant sur la conceptualisation et de la clinique, où là, on a publié donc le modèle TCC de la dissociation dans le journal de thérapie cognitive et comportementale de la FTCC, si jamais vous voulez aller le voir également. Et je vais vous parler de ce modèle en prenant une situation clinique, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on imagine qu'on a une personne, enfin une patiente qui s'appelle Sophie, qui est étudiante, qui a une vingtaine d'années, qui souffre de troubles de stress post-traumatique avec dissociation. Et elle va être confrontée à un moment donné à un déclencheur qui est représenté par mon éclair ici, le déclencheur et l'émotion associée. Sophie, on imagine, se dispute avec son ami. Pour une raison qui nous importe peu, elle se dispute, et suite à cette dispute, elle se sent pas bien, et il va apparaître, suite à cette émotion, une croyance négative sur ce qu'elle ressent. Elle va commencer à se dire, Sophie, que elle en a ras-le-bol d'être comme ça, que c'est insupportable, qu'elle se sent pas bien, et que tout ça c'est ingérable, c'est insupportable et que ça va pas du tout. Suite à ça, elle va mettre en place
des stratégies qui sont inefficaces pour pouvoir se réguler. Elle va avoir des difficultés de gestion émotionnelle, elle va pas réussir à retourner au niveau de base, elle va chercher à enfouir au plus profond d'elle-même ce qu'elle ressent, sauf que, manque de bol, ça marche pas, ça revient, aussi fort, voire même c'est pire. Elle va peut-être tenter de consommer de l'alcool, mais en fait, c'est pareil, ça la soulage une minute et puis après ça fait catalyseur émotionnel. Donc elle arrive pas à retourner au niveau zéro, à retourner au niveau de base et au bout d'un moment donné, cette émotion qui reste et qui est ingérable va entraîner un état aigu de dissociation. Sophie est là et eh bien, elle va se sentir irréelle, déconnectée, hors de son corps, elle n'arrive plus à bouger et cetera et cetera. Bon ça, c'est la première situation. Maintenant, on imagine, on est quelques semaines plus tard et Sophie a un nouveau déclencheur. Elle n'a pas obtenu la moyenne à un partiel. À nouveau, elle se sent pas bien, elle se dit qu'elle n'y arrivera jamais et va se réactiver. Nouvel éclair, nouveau trigger, une croyance négative sur les émotions, ce que je ressens, c'est l'enfer, j'en ai ras-le-bol, je veux que ça s'arrête. Et cette fois-ci, le chemin va être un petit peu différent. Sophie va activer une croyance positive sur la dissociation. C'est-à-dire qu'elle va se rappeler qu'en fait, la dernière fois, elle s'est sentie déconnectée et que quand ça s'était arrivé, en fait, elle se sentait bien. Elle était libre, elle était plus ennuyée avec tout ça, elle avait enfin cet état d'apaisement. Et du coup, ce que Sophie va faire, c'est qu'elle va regarder par la fenêtre, regarder les feuilles, qui sont en train de tomber, le vent et elle va repenser à ce moment et se laisser partir. Et grâce à ça, elle va réussir à activer l'état de dissociation aiguë qui va revenir. Elle se sent à nouveau irréelle, hors de son corps. Elle ne bouge plus. Alors, tout ça, pourrait très bien aller dans le meilleur des mondes, sauf que le petit problème, c'est que, là, l'examen, de Sophie est un examen collectif et qu'il va falloir repréparer. C'est un oral de groupe et donc du coup, pendant que Sophie est déconnectée, elle reçoit en même temps, des messages de tous ses collègues qui lui disent: «Il faut qu'on se voit cet après-midi pour bosser» et cetera et cetera. Donc Sophie essaye de revenir parce que, il faut qu'elle soit opérationnelle et il faut qu'elle soit là, dans l'instant T. Le problème, c'est qu'elle a des capacités de pleine conscience et de contrôle attentionnel qu'on va mettre ensemble, pour simplifier un petit peu les choses, qui sont, altérées et donc du coup, elle n'arrive pas en fait à lutter contre le processus dissociatif pour pouvoir se réancrer dans l'instant T. Donc elle va quand même aller à cette réunion de groupe de travail là pour préparer, l'oral qu'elle doit repasser, sauf que cette dissociation va entraîner une altération de ses performances, de ses capacités attentionnelles. Sophie, elle n'arrive pas à se rassembler. Et donc du coup, ça va entraîner un impact fonctionnel. Elle n'arrive pas à travailler, elle n'arrive pas à discuter, elle n'arrive pas à répondre aux parties du texte, qu'elle a lu et qu'elle avait préparé pour l'oral et cetera et cetera. Donc elle n'arrive pas à faire le job et du coup, quand elle va repartir de sa réunion, elle va avoir des croyances négatives sur la dissociation. Elle va finir par se dire: «Bah, en fait, se déconnecter, c'est pire parce qu'au final, ça fait que, je suis dans une situation, compliquée, on va dire et que, ça vient, rajouter des ennuis là où j'en ai déjà». Et donc finalement, c'est l'angoisse si jamais je dissocie dans certaines situations. Et vous l'avez compris, une fois qu'on a fait ça, on va venir renforcer avec cette croyance les difficultés de gestion émotionnelle qui indirectement vont venir renforcer l'apparition des symptômes dissociatifs et le cercle vicieux est mis en place. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a développé donc, la thérapie cognitive et comportementale centrée sur la dissociation. Je vous renvoie à une étude de cas qu'on a publiée si jamais vous voulez voir un petit peu les prémices, qui sont, disponibles, par rapport à ça. Et puis, plus concrètement, je vais vous parler, du groupe de psychothérapie qu'on a mis en place pour justement cibler l'ensemble de ces mécanismes, que je vous ai présentés dans le modèle juste avant. Donc là, les résultats sont pas encore publiés, ils le seront, j'espère, prochainement, mais enfin, en tout cas, on va regarder un petit peu le contenu de cette intervention ensemble. Donc on a recruté 25 patients qui souffrent de troubles de stress post-traumatique et qui sont pris en charge au sein du Centre régional de psychotraumatologie, de Tours et on a évalué leur symptomatologie avec des questionnaires standardisés pour mesurer le stress post-traumatique, la dissociation, la régulation émotionnelle, les croyances sur les émotions et la dissociation, l'anxiété et la dépression. Et on a fait des analyses très simples, on a fait de la comparaison de groupe avant-après. Donc on a regardé est-ce que nos patients ils vont mieux une fois qu'ils ont fait la psychothérapie, oui ou non.
Au niveau du programme d'intervention, on a en fait été pioché dans les outils des thérapies cognitives et comportementales classiques, et puis on a réinjecté des choses sur la base du modèle que je vous ai présenté. Donc au début, on a toute une partie sur la présentation donc, du groupe, la psychoéducation sur les émotions et la dissociation. En deuxième séance, on va travailler sur les stratégies globalement adaptées et les stratégies globalement inadaptées. Donc là, on travaille sur la régulation émotionnelle, avec des stratégies plutôt comportementales. En séance 3 et 4, on fait la thérapie cognitive. Donc là, on va entraîner les patients à la réévaluation cognitive. En séance 5, on va entraîner les patients au contrôle attentionnel et à la reprise de contrôle de la dissociation avec induction de la dissociation puis reprise de contrôle. Je vais vous expliquer ça juste après. En séance 6, on va travailler sur la modification des croyances sur les émotions et la dissociation. Et en séance 7, on va les inviter à découvrir la pleine conscience pour plutôt les orienter ici. Et puis, on va faire le bilan des acquis thérapeutiques. Donc là, je vais vous illustrer un petit peu quelques éléments de contenu du groupe. On va bien sûr pas pouvoir tout passer, mais l'idée, c'est de vous donner une représentation un peu plus concrète de ce qu'on fait. Donc là, ici, vous avez le travail d'identification des émotions qu'on amorce avec les patients en première séance, où on va les entraîner à identifier et comprendre c'est quoi une émotion, en se basant sur le modèle de Scherer et Sanders des composantes émotionnelles, où on va leur demander, donc pour une situation qui les a déclenchées, quelles étaient la pensée, les sensations corporelles associées, l'expression, la tendance d'action, donc ce que l'émotion me pousse à faire, le label, donc le nom que je mets à l'émotion et quelle est l'action que j'ai véritablement entreprise. Donc c'est des colonnes de bec améliorées, entre guillemets, hein, où on va décortiquer un petit peu plus de choses, mais on va retrouver quand même les éléments clés. Donc là, j'avais pris l'exemple de cette situation-là, un homme, la pensée c'est il va me violer, il va me faire du mal, la sensation corporelle c'est le cœur qui bat, l'expression, donc comment l'émotion se traduit à l'extérieur, c'est le visage qui se crispe, la tendance d'action, ce que ça me pousse à faire, c'est fuir, le label, c'est-à-dire donc la perception subjective, c'est la peur, et l'action que je mets réellement en place, c'est je m'éloigne. Et donc, on va inviter les patients à faire ce travail d'identification plusieurs fois pour qu'ils puissent prendre conscience de toutes les composantes des émotions, qu'ils puissent aussi du coup mieux réussir à les détecter et à les comprendre. Donc ça, c'était plus pour les émotions. Pour la psychoéducation sur la dissociation, on utilise le modèle de la cascade de défense, où en fait, on va expliquer aux patients que la dissociation correspond à une fluctuation de leur activité physiologique. Donc concrètement, vous avez ici ma courbe noire qui correspond à l'évolution de l'activité de l'organisme, donc l'accélération cardiaque, respiratoire, la transpiration, etc. Et plus ça monte, plus ma respiration s'accélère, plus mon cœur s'accélère. Et à l'inverse, plus ça descend, plus toute cette activité physique, en fait, elle ralentit. Et l'idée, c'est que on va passer par différentes phases lorsqu'on est confronté à un élément stressant. On va d'abord passer par une toute petite phase d'immobilisation, mais qui est négligeable, hein, donc qui, en fait, c'est lorsque vous avez surpris l'araignée, lorsque vous avez surpris une araignée, là, quand vous êtes en train de sortir vos outils de jardin, et cetera, que les beaux jours arrivent, eh bien, l'araignée qui ne bouge plus, qui s'immobilise et qui se prépare à fuir, c'est la phase d'immobilisation. Ça, c'est une phase qu'on a nous moins, les êtres humains, en tout cas sous cette forme-là. Et puis ensuite, il va y avoir une augmentation de l'activité physiologique, une augmentation de la transpiration, de la respiration, du rythme cardiaque, et cetera. Et ça, c'est ce qu'on va ressentir les 3 quarts du temps lorsqu'on est confronté à une situation de peur. Et ce qu'on explique aux patients, eh bien, c'est qu'en fait, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et au bout d'un moment donné, ça ne peut plus monter parce que notre corps, il n'est pas fait pour monter dans les tours à je ne sais quelle vitesse. Et donc, du coup, notre cerveau a préparé quelque chose pour renverser la vapeur. Il atteint ce pic qu'on appelle l'effroi à l'immobilité tonique, et au bout d'un moment donné, il va faire redescendre la pression en entraînant un relâchement ou ce qu'ils appellent une immobilité d'effondrement, en entraînant potentiellement une perte de conscience. Et donc, notre corps, il ralentit, il ralentit, il ralentit, et il va passer en dessous du niveau orange, qui est le niveau normal, entre guillemets, de vous et moi, qui fonctionnons dans la vie de tous les jours. Voilà, donc ça, c'est une manière d'expliquer aux patients que la dissociation, finalement, c'est un processus qui est normal, qui est naturel, qui est adaptatif et qui va être en réaction à des états de stress
ou des états émotionnels, on va dire, extrêmement importants qui ont dépassé un certain seuil d'activité. Donc ça, c'est plutôt pour ma séance 2. Sur les stratégies globalement adaptées et globalement inadaptées, en fait, on va tout simplement demander aux patients, eh bien, qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas bien? Faites-moi le listing de vos stratégies, puis on va réfléchir ensemble aux conséquences à long terme et aux conséquences à court terme. Et en fait, on va montrer aux patients qu'il y a certaines stratégies qui les soulagent dans l'instant, mais qui en fait sont plus délétères sur le long terme et qui vont remettre de la pression dans le système, comme par exemple se faire du mal, parce que quand je me coupe, quand je me scarifie, eh ben, il y a un phénomène de soulagement, physique qui se crée instantanément et puis après il y a un phénomène de culpabilité et donc on va leur proposer des stratégies alternatives comme justement, bah, claquer un élastique pour essayer de pallier aux scarifications ou prendre une douche froide et cetera et cetera. Pour la séance 3, on va présenter, la psychoéducation sur la théorie cognitive, donc la théorie cognitive de Beck. On va leur présenter les différentes distorsions cognitives et puis par exemple, donc l'inférence arbitraire, ou la surgénéralisation et cetera et cetera et puis on va les entraîner à identifier des pensées irrationnelles et des nouvelles pensées par rapport aux pensées irrationnelles qui sont survenues. En séance 4, on va poursuivre l'entraînement cognitif et on va les entraîner à l'auto-questionnement socratique, on va les entraîner avec des questions en live. Donc, c'est-à-dire concrètement, on va dire aux patients, voilà, bah, vous êtes dans la rue, vous sortez de vos courses, et puis là, vous entendez des gens rire, et vous vous dites qu'ils sont en train de se moquer de vous. C'est parti, vous avez 3 secondes pour me trouver, pour m'expliquer pourquoi cette pensée elle est pas rationnelle et pour en trouver une autre. Et on va aller repiocher dans l'histoire de vie des patients qu'on a déjà pu explorer, enfin, en tout cas dans leur situation problématique de la vie de tous les jours, en fonction des séances de groupe qu'on a déjà eues, pour pouvoir être au plus près finalement de la réalité et des pensées qu'ils vont véritablement avoir, pour les entraîner à se réguler en transformant eux-mêmes leurs différentes pensées irrationnelles. Là, on va arriver en termes de contenu sur les éléments qui sont plus spécifiques à la dissociation. Donc, on va identifier avec eux l'installation de la dissociation en créant un thermomètre d'intensité de la dissociation. Donc, c'est-à-dire, on va leur présenter, enfin, on va leur demander de décrire, bah voilà, quand je suis au niveau 0, qu'est-ce qui se passe en termes de dissociation, quand je suis au niveau 1, qu'est-ce qui se passe, au niveau 2, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. On va identifier des stratégies de gestion de la dissociation, donc comment on stoppe le processus dissociatif. Et on va s'entraîner en live, encore une fois, avec le protocole de Zoellner, donc qu'on a retraduit avec des collègues, où en fait, on va, comme je vous disais, hein, demander au patient de retrouver un souvenir dans lequel il a dissocié. On va activer la dissociation en séance et on va demander au patient de revenir en essayant de le guider le moins possible pour qu'il puisse se rendre compte qu'il contrôle le processus, en fait. Donc ça, c'est toujours une séance qui est un peu, rock'n'roll ou qui peut faire peur quand on le dit comme ça, mais ça se passe toujours très bien, hein, parce que, dans le pire des cas, les patients n'arrivent pas à revenir, tout seuls et on les ramène, mais ça n'arrive quasiment jamais, en fait. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de montrer aux patients qu'ils ont la capacité de contrôler la dissociation. Donc là, je vous avais mis un exemple de thermomètre de la dissociation d'une patiente qui dit donc: «Au niveau 0, j'ai pas de dissociation, je me sens complètement connectée à l'environnement. Au niveau 1, j'ai l'impression que les gens parlent moins fort, comme s'ils parlaient de plus loin. J'ai l'impression de commencer à me soulever, je ne sens plus mes sensations et mon discours, les gens s'éloignent», ça c'est le niveau 2, pardon. Niveau 3, je suis complètement hors de mon corps et j'ai l'impression de ne plus être maître, de mon corps, les gens sont loin. Et au niveau 4, j'entends plus rien, je ne vois plus rien, je suis déconnecté. Au niveau des stratégies, je vous ai mis quelques exemples aussi. Les stratégies de concentration où l'idée c'est de stimuler l'attention pour pouvoir stopper le phénomène dissociatif. On va leur proposer de décompter à l'envers, tout simplement. On va faire aussi la tâche des fluences verbales où on leur donne une lettre et ils doivent trouver le plus de mots possible qui commencent par cette lettre. Vous ferez l'expérience à l'occasion et vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. On utilise les stratégies d'ancrage, le 5-4-3-2-1 que vous connaissez peut-être, que c'est une technique, qui est assez connue, où ils doivent trouver 5 choses qu'ils voient, 4 choses qu'ils peuvent, entendre, 3 qu'ils peuvent sentir, 2 qu'ils peuvent toucher, une chose positive sur soi. On peut le retourner un petit peu à toutes les sauces. Le jeu des couleurs, on leur donne une couleur et puis ils doivent, trouver, 3 objets qui ont cette couleur et puis on change et cetera et cetera. Des stratégies qui font appel aux proches. Le simple fait d'être avec les proches, ça va stopper la dissociation, en tout cas ça va la réduire.
de se lancer un objet avec quelqu'un, de parler avec quelqu'un. Et puis les stratégies physiques, qui sont certainement les plus importantes et qu'on a tendance à oublier un petit peu avec les patients. Si on se rappelle, hein, de mon histoire de ma courbe de ma cascade de défense, là, où la dissociation, c'est une diminution de l'activité physiologique, l'idée, c'est qu'on va faire remonter le niveau pour retrouver le niveau de base, ou le niveau, en tout cas, qui est plus dans la norme, entre guillemets. Donc pour ça, on va faire des flexions-extensions avec les patients, on va les inviter à se frotter le corps, à bouger, à se lever. Et la solution d'ultime recours, comme je dis toujours aux patients, c'est se frotter le poing avec la poitrine jusqu'à la douleur. Donc, c'est pas juste on frotte comme ça, on va vraiment jusqu'à la douleur. Et là, on active un réflexe qu'on utilise dans les services de réanimation aussi, qui va entraîner une décharge auprès des patients et qui va entraîner un réveil de l'activité physiologique. Voilà. Euh, donc ensuite, pour le travail sur les croyances autour de la dissociation, donc pour modifier les croyances sur la dissociation, on va utiliser la balance décisionnelle avec les avantages, les inconvénients de dissocier. On va refaire la psychoéducation sur la valeur adaptative de la dissociation, notamment au moment de l'événement traumatique, avec la cascade de défense. Et l'idée, c'est d'amener les patients à avoir une croyance qui est complètement grise sur la dissociation. C'est-à-dire que la dissociation, c'est ni bien ni mal, entre guillemets. C'est un processus qui m'a sauvé la vie d'une certaine manière à un moment donné, parce qu'il n'y avait pas possibilité de faire autrement. Aujourd'hui, c'est un processus qui est quand même plutôt délétère parce qu'il n'y a plus de danger vital là tout de suite, donc il vaut mieux l'arrêter. Mais en même temps, si jamais ça se produit, il ne se passe jamais rien de dramatique. Et ça, les patients, pardon, ont beaucoup cette croyance que s'ils dissocient, ils vont faire des choses affreuses, qu'ils vont faire du mal à autrui, etc., etc. Et puis les croyances sur les émotions, ce qu'on invite beaucoup les gens à faire, c'est donc d'abord relever leurs croyances et puis ensuite faire un focus sur l'émotion où on va prendre un souvenir qui est émotionnellement chargé et on va les inviter à se replonger dans ce souvenir sans rien faire, juste en essayant de laisser l'émotion être là et monter. Et on va les inviter à voir qu'il ne se passe rien et qu'il n'y a pas de problématique en fait. Et puis pour la dernière séance, on va faire donc le lien entre pleine conscience et dissociation, en leur expliquant un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais de manière simplifiée. On va leur faire expérimenter un scan corporel. On va les informer sur les possibilités de pratique. Alors nous, du coup, sur la région, avec les professionnels qu'on connaît, qui proposent des programmes MBSR. Et puis ensuite, on va faire le bilan de tous les acquis thérapeutiques dans le groupe. Alors la question maintenant, c'est est-ce que tout ce qu'on se raconte, ça marche ou pas du tout? Donc ici, je vous présente donc les résultats préliminaires. Vous avez en bleu foncé, le score, des symptômes avant l'intervention, en bleu un peu moins foncé après l'intervention et en bleu clair, le pourcentage de réduction des symptômes. Et ce que vous observez grosso modo sur ma première diapo ici, c'est qu'on a une réduction de 30 de l'ensemble des indicateurs. Donc que ce soit au PCL5 qui évalue le psychotrauma, à l'ADES qui évalue la dissociation, on est un peu moins élevé, 25% pour les difficultés de gestion émotionnelle, 31% pour l'ITQS, qui est la dimension simple du trauma complexe, et 32% pour l'ITQC, donc qui est la dimension complexe du psychotrauma. Pour les autres indicateurs, on a une réduction uniquement de 4% des croyances positives sur la dissociation avec la DBS+, une diminution de 17% des croyances négatives sur la dissociation, la DBS-, de 26% de l'anxiété, de 34% de la dépression. Et toutes ces modifications, elles sont statistiquement significatives, donc après correction de Bonferroni. J'avais dit que j'arrêtais les statistiques, finalement pas tout à fait, mais c'est pas grave. Donc, on est arrivé du coup maintenant sur la 5e étape. Si jamais vous êtes intéressé pour aller regarder des choses un peu plus vulgarisées qu'on a écrit avec des collègues, on a écrit un papier dans la lettre du psychiatre donc sur justement donc, la thérapie cognitive et comportementale centrée sur la dissociation. Il y a un chapitre dans le grand livre du trauma complexe aussi qui a été donc dirigé par Amaury Mangin et Julie Rowling, alors qui malheureusement reprend pas tout ce que je vous ai présenté parce que l'écriture commence à dater un petit peu. Mais qui est de toute façon un super ouvrage qui reprend plein de choses et qui a été écrit par beaucoup de collègues impliqués dans la question du psychotrauma. À venir, il y aura un guide pratique de la TCC centré sur la dissociation
voilà, qui est en cours de finalisation avec l'éditeur. Je vous parle maintenant rapidement des perspectives à venir qu'on a sur les recherches. Alors, on a monté un essai clinique et on essaie maintenant d'obtenir un financement pour un PHRC, donc un projet hospitalier de recherche clinique, qui doit nous permettre d'évaluer l'efficacité de la TCC centrée sur la dissociation, comparativement à une condition contrôle, hein, sur 140 patients. Donc là, on est en attente de la réponse des financements. Il y a la question de transférer un petit peu toutes ces recherches sur les enfants, enfin auprès des enfants, pardon, et des adolescents. La question de la spécificité des processus cognitifs et affectifs chez les patients qui souffrent de troubles dissociatifs de l'identité. Et pour ça, on a démarré une thèse qui est réalisée par Cécile Elorriaga. Et puis, il y a toujours cette question, finalement, ça nous permettra de faire la boucle avec ce qu'on se disait au départ, de l'évaluation du modèle chez des patients qui souffrent de troubles du spectre de la schizophrénie. Est-ce que la dissociation est la même, pas la même? Est-ce que les processus sous-jacents sont identiques? La question reste entière, en tout cas pour moi, à l'heure actuelle. Je me permets de terminer juste avec une petite séquence publicitaire, on va dire. Voilà, avant de conclure, si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin sur ce module-là, on propose donc une formation qui aura lieu les 28, 29 et 30 mars au centre de psychotrauma à Tours, et puis une formation du même type les 22, 23 et 24 février. Ce sont des formations donc de 3 jours avec une demi-journée de supervision pour les psychologues et les psychiatres qui souhaitent se former. Et puis, si jamais, je remettrai peut-être la diapo après, vous êtes volontaire euh, pour participer à la recherche, et je sais que Cyril, je pense que vous êtes intervenu. On recherche donc des psychologues et des psychiatres pour participer à une étude qui porte sur le développement d'un modèle intégratif et transdiagnostique basé sur une analyse par intelligence artificielle, où l'idée c'est d'essayer de construire un peu un métamodèle de compréhension. Donc là, on est complètement hors champ de la dissociation. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez scanner le QR code et remplir tout simplement voilà, votre nom, prénom et puis la manière dont vous souhaitez être contacté. Ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous sur cette question-là. Et sur ce, j'en ai terminé. Merci à tous pour votre attention. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais, bah, merci beaucoup pour cette intervention. C'était super instructif et désolé Amélie, du coup, je t'ai coupé, je t'en prie. Non, non, vas-y, j'allais dire la même chose. J'allais vous remercier effectivement pour cette intervention brillante, claire, efficace et parfaitement amenée. Alors, dans le chat, il y a plusieurs personnes qui ont demandé s'il sera possible de récupérer votre diaporama. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Après, Vous, ouais. Des petites vous- modifications à faire pour les aspects réglementaires, mais oui, je vous transmettrai tout ça. Voilà. oui, s'il y a des résultats qui ne sont pas encore publiés, évidemment, Oui, n'hésitez pas à les enlever, mais ouais, au moins pour qu'il y ait justement les références des différentes études que tout vous à avez fait. citées, ça pourrait être intéressant. Alors, j'avais une petite question pour vous suite à ce que vous venez de dire. On sait que certains patients sont attachés à leur dissociation parce elle a quand même une vraie fonction protectrice. J'ai vu dans votre étude que la diminution des croyances positives, elle était de l'ordre de 4,7%, je crois de moins de 5%. Comment on fait pour convaincre un patient qui finalement trouve que c'est quand même pas mal d'être dissocié de temps en temps? Alors, ça c'est c'est une vraie question. Euh, En fait, la croyance, finalement, elle bouge peu, ou en tout cas, finalement, le fait que la dissociation permette d'échapper à ce qui est douloureux, c'est factuellement vrai quand même d'une certaine manière. Lorsque je suis déconnecté, lorsque j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, je ne ressens plus rien, donc c'est difficile d'enlever complètement cette croyance. Et en fait, après, on va se retrouver dans le dilemme qu'on a sur énormément de comportements problématiques chez nos patients, hein. C'est parce que finalement, c'est la même chose que la consommation d'alcool, que la scarification, que la vérification. C'est les conséquences à court terme versus à long terme. Et euh, c'est d'arriver avec le patient à voir que la dissociation, elle soulage sur l'instant, mais qu'elle entraîne quand même plus de problèmes sur le long terme. Voilà. En sachant qu'il y a certains patients
qui ne veulent pas arrêter de dissocier. Et d'ailleurs, ça arrive souvent, même en groupe, que les patients sont inscrits sur le groupe, hein. Le groupe s'appelle Apprendre à gérer mes émotions et la dissociation. Leur psychiatre leur a dit, vous allez arrêter de dissocier grâce à ça, c'est merveilleux. Ils sont partants, ils sont OK. Et au bout de la 4e ou 5e séance, ils me disent, mais en fait, je suis pas sûr d'avoir envie d'arrêter de dissocier. Et ça, c'est récurrent. Et effectivement, ça va être ce dialogue de est-ce que ça vaut le coup ou pas de dissocier? Alors, effectivement, vous faites bien de mettre l'accent sur la dimension de régulation émotionnelle, hein. Des fois, c'est presque une stratégie de régulation émotionnelle. Quel type de stratégie, justement, de régulation émotionnelle vous avez proposé à travers votre programme? Alors, on utilise des stratégies qui sont des stratégies de distraction pure, donc regarder un film, lire, etc. On utilise des stratégies qui sont d'apaisement par les sens, qui sont les plus intéressantes pour nos patients qui sont fortement activés. Donc, il y avait le coup de l'élastique, comme je vous le disais, où en fait on va chercher à reproduire une légère douleur qui va provoquer ce phénomène d'analgésie, mais sans causer de conséquences délétères. Donc se pincer dans le même genre, ça marche aussi. Alors après, faut être prudent avec les frontières, parce que se pincer jusqu'au sang, bah, c'est retour, entre guillemets, à la case départ. La douche froide, ça, je crois que ça restera l'une de mes stratégies préférées. Et puis après, on va les faire courir, taper dans un punching ball, crier dans un endroit où il y a personne. Toutes les stratégies qui vont venir manger aussi toutes les ressources cognitives, bah, comme les fluences verbales, hein, finalement, c'est aussi des stratégies qui sont intéressantes. Et après, donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a donc avoir des exemples de stratégie, c'est intéressant parce que ça nous inspire, mais de toute façon, il n'y a pas la bonne stratégie et on continue d'en découvrir. Et les patients même sont créatifs, hein. Je me souviens d'une dame qui avait sa stratégie, on lui avait pas proposé comme ça, on avait proposé des odeurs, des choses comme ça, et puis elle avait dit, bah voilà, moi j'ai pris une balle anti-stress que j'ai remplie du parfum de ma fille. Et quand je suis pas bien, je presse cette balle, ça libère le parfum, je repense à ma fille. Donc elle s'est fait un peu un combo personnel de tout plein de choses pour pouvoir avoir une manière de s'apaiser. Merci. Je vais finir avec une dernière question. Juste avant, est-ce qu'il est possible peut-être de fermer le diaporama? Bien sûr. On vous voit apparaître en grand. Oui. Et le partage d'écran, ce sera même encore Oui, mieux. voilà, c'est ça, d'arrêter le partage d'écran. Ça doit être. Non, c'est pas celui-là. Attendez, il faut juste que je me remette. Voilà, il est ici, ça y est. C'est bon, parce que j'allais dire, je n'ai pas la compétence pour arrêter votre partage à distance. Ah, Oui, ma dernière question, et puis après je vais passer le relais à l'audience. Il y a aujourd'hui des applications de méditation grand public, comme Petit Bambou, comme Namatata, etc. Vous faisiez le lien tout à l'heure entre pleine conscience et moins de dissociation. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'application? Ou en tout cas, Alors, ce type de pratique, on va dire. ouais, ouais, ouais. Alors, je pense qu'il faut toujours être prudent, mais comme à chaque fois, euh, euh, la méditation de pleine conscience, en tout cas, comment elle a été formalisée dans les approches type MBSR, ce ne sont pas des approches de relaxation. Et du coup, parfois, le danger, c'est qu'effectivement, on glisse vers des approches de relaxation et que finalement, ce que proposent les gens, c'est pas la méditation de pleine conscience, en tout cas. Donc, moi, je conseille quand même aux personnes qui ont vraiment envie de s'investir dedans, de suivre un programme avec quelqu'un qui est formé. Nous, on a la chance à Tours d'avoir quelqu'un qui est très bien, vers qui on peut orienter les patients, parce que c'est un investissement, hein. Normalement, vous savez, vous devez pratiquer 6 jours sur 7, au moins 30 à 45 minutes, donc pour obtenir des effets bénéfiques. Alors, les protocoles sont toujours plus rigides que la vraie vie, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut pratiquer avec une certaine intensité pour observer les bénéfices. Donc, il y a toujours un danger. La seule application que moi je recommande, c'est l'application Présence, que vous connaissez peut-être, hein, c'est Prezens, qui est en fait par des professionnels qui sont certifiés, qui est gratuite et qui fonctionne par don, et qui du coup, normalement jusqu'à maintenant, est une application vers laquelle on peut orienter les patients sans trop de crainte et sans se dire que voilà, la philosophie de la méditation de pleine conscience a été détournée à un moment donné, notamment pour des enjeux commerciaux, puisque là, en l'occurrence, c'est gratuit et ça fonctionne uniquement par don, donc il y a pas de, on ne va pas inviter les patients à payer à un moment donné.
Effectivement, souvent bon signe quand c'est gratuit. Pas Oui, toujours, mais en tout cas, déjà, c'est pas les mêmes objectifs, on va dire. c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas Alors, d'objectif. je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais est-ce que déjà, en live, il y a des personnes qui ont des questions à poser? N'hésitez pas, par exemple, à lever la main, je vous passerai le micro, j'allais dire, le relais immédiatement. Alors, Thelma Mimo, Vous m'entendez? oui. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment hyper intéressante. Je travaille moi aussi sur la question de la dissociation et les auteurs de violences conjugales et je me demandais quelle était votre conception de la dissociation de trait et de la dissociation d'état. Et du coup, pourquoi est-ce que dans certains articles, vous mesurez la dissociation d'état ou dissociation de trait en fonction? Ouais. Alors, merci pour les retours déjà. La dissociation 13, c'est la proportion moyenne, on va dire, des individus à dissocier, donc dans la vie de tous les jours, en fait, il y a pas de temporalité véritable, mais on pourrait dire c'est sur un mois ou sur plusieurs mois, en moyenne, je dissocie, 1 fois, 2 fois, 3 fois, enfin, grosso modo, donc sur une temporalité assez longue et la dissociation 13, c'est vraiment la mesure de la dissociation à un instant T très précis, c'est-à-dire au cours des dernières minutes qui viennent de s'écouler. Et dans ce que je vous ai présenté sur les processus cognitifs et la dissociation, justement, on utilise cette deuxième mesure, puisque en fait, c'est au cours des tâches cognitives que vous venez de réaliser, à quel point vous avez dissocié. Donc, par exemple, au cours du Stroop, et le Stroop, mis bout à bout, c'est 2 à 3 minutes. Donc, sur cette dissociation état-là, enfin voilà, sur cette fenêtre-là, quel a été le niveau de dissociation. Et pourquoi est-ce qu'on change? Eh bien, parce que donc sur toutes les études qui portent sur le lien entre régulation émotionnelle, pleine conscience et on va dire justement d'autres concepts traits, on n'a pas de souci. Par contre, dès qu'on va mesurer les processus cognitifs, en fait, on va pas observer les mêmes liens en fonction en fonction de si on mesure la dissociation trait ou la dissociation état, puisque comme je vous le disais, la dissociation trait, au moment de son activation, elle va entraîner une nouvelle altération des processus cognitifs. Donc ça veut dire que si je caricature, si je mesure la dissociation trait et que je mesure quelqu'un lorsqu'il n'est pas dissocié, potentiellement je vais observer aucun résultat parce que la personne elle va bien. Alors que si je mesure les performances cognitives de la personne lorsqu'elle est en état de dissociation, là potentiellement je vais observer quelque chose. Et ça répond à enfin, plein d'articles qui ont observé des résultats contradictoires justement entre ces deux liens-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que c'est... Si, si, tout à fait, merci. Ouais. Ok, c'était ça. Il fallait que je suis comme moins adepte des concepts cognitifs, donc c'était pour ça. Merci. Je vous en prie, merci à vous. J'aurais d'autres questions, mais je vais laisser les autres parler avant. Ça marche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes justement qui ont des questions à poser à l'oral? Pio, Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je me permets de poser une question. En fait, je suis moi-même concernée par la dissociation. J'espère que c'est OK que je pose une question en tant que personne concernée. Donc, moi, je dissocie de façon permanente depuis 10 ans déjà, de façon plus ou moins forte, en fonction de à quel point je me sens en insécurité ou pas dans l'environnement. Et je voulais savoir comment faire dans le sens où je pratique du bracework, des exercices de méditation, des pratiques somatiques ou autres depuis des années déjà, au moins 40 minutes par jour. Donc, je suis assez assidue, je bois plus d'alcool ou ce genre de choses. Et malgré tout, j'arrive pas à sortir de la dissociation parce que dès que j'en sors, je suis tellement activée que du coup, j'ai directement crise d'angoisse ou hypervigilance. Et donc, automatiquement, je redissocie dans la seconde. Et donc, je cherche résolution à mon problème. Mais oui. Merci. Alors, en fait, là, dans ce que vous décrivez, finalement, il y a le niveau d'activation émotionnelle est trop important lorsque vous sortez, donc du coup, la dissociation revient. Donc, si je fais le lien avec la cascade qu'on a vue tout à l'heure, en fait, ça monte et ça redescend à toute vitesse. Donc, là, l'objectif serait pour moi, avec ce que vous me décrivez, de trouver justement des manières de canaliser ça, de mettre en place des stratégies, pas forcément au quotidien, mais au moment où la crise, entre guillemets, arrive,
Et là, savoir quelle est la bonne stratégie dépend aussi de qu'est-ce qui se passe en termes d'activation exactement. C'est-à-dire, quelles sont les pensées qui viennent, quelle est l'émotion qui arrive, est-ce que du coup, vous avez besoin de faire, de travailler sur, modifier votre perception, est-ce que vous avez besoin de travailler sur un apaisement physique, est-ce que vous avez besoin de faire les deux en même temps? Et ça, il y aura un travail, on va dire, thérapeutique qui pourra vous permettre de décortiquer ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, ça m'aide déjà beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes pour des questions à l'oral? Sinon, il y a quelques petites questions qui sont apparues à l'écrit pour alterner. Ok, bon. En attendant, donc il y a Estelle Carlani qui demande, pendant un état de dissociation, est-ce que des souvenirs se créent malgré tout? Dans le sens, est-ce une limitation de l'encodage ou de la récupération de ces souvenirs? Alors, pendant la dissociation, est-ce que les souvenirs se créent malgré tout? Oui et non. C'est-à-dire que, ça dépend de l'intensité des symptômes dissociatifs au moment de l'événement traumatique. Si vous avez atteint l'état, de 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 «blackout» entre guillemets, là, vous avez aucun souvenir qui peuvent potentiellement s'encoder. Par contre, si vous êtes resté sur un état de déconnexion, du corps avec, des réalisations, des corporalisations et cetera, vous pouvez avoir un encodage qui est, heu, légèrement altéré, mais qui fonctionne quand même. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hein, je rajoute un petit supplément, il y a Olivier Daudier, qui est Oui. un chercheur qui fait des recherches sur la mémoire, qui travaille sur la question. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller également garder ses travaux. On a une autre question à main levée, je vous en prie. Amélie Gélé. Oui, justement, par rapport à cette question, je voulais savoir, vous dites que le souvenir peut s'encoder, en situation de non-blackout. Est-ce qu'il y a une charge émotionnelle, du coup, qui est associée à ce souvenir ou est-ce que c'est vraiment un souvenir, sans émotion? Encore une fois, ça dépend. C'est toujours la réponse un peu facile, mais si vous êtes au moment où si encore une fois, si vous repensez à ma courbe, si vous êtes au moment où vous êtes en train de basculer, vous pouvez avoir les légers symptômes dissociatifs et toujours une charge émotionnelle et si vous êtes «plus avancé» entre guillemets, vous pouvez avoir un souvenir dans lequel il y a pas d'émotion associée. Donc du coup, l'instant T, l'image brute, peut ne pas déclencher, de réaction émotionnelle. Après, dans les faits, lorsqu'on demande au patient de se rappeler, d'un bout de son événement traumatique, en fait, il y a tout qui revient. Donc c'est compliqué de vraiment dire: «Bon, bah, voilà, on va activer cette image précisément dans laquelle vous avez dissocié», en essayant de voir s'il y a pas du tout d'activation. Donc généralement, ça s'entremêle un petit peu, donc c'est dur de l'isoler. Mais en tout cas, vous pouvez avoir, une anesthésie et donc du coup, la réactivation, si on est dans l'idée de «je revis l'événement», sera aussi cette réactivation d'anesthésie. D'accord, merci beaucoup, merci pour votre présentation. Bonne soirée. On se refait une petite Alors, question écrite. ouais, tout à fait. On a Selma, bon, déjà, qui vous remercie, comme beaucoup de personnes, hein, de votre intervention. Beaucoup de personnes vous ont remercié à l'écrit. Donc, du coup, la question, je cite. C'est une question qui sera en plusieurs parties. En nous présentant le modèle de la cascade de défense, vous avez dit que la dissociation était un phénomène normal. Je voulais savoir à quel moment elle devenait pathologique. Est-ce que c'est par rapport au temps, comme dans le DSM, et qu'on la considère pathologique quand elle dure longtemps, ou si c'était mesuré en fonction d'à quel point elle affectait la qualité de vie? Alors, la grande question du normal et du pathologique, Ouais. donc oui, la dissociation, donc alors ça, c'est encore une fois tout un débat. Il y a des gens qui disent, moi, je le vois quand même plutôt comme ça que la dissociation, c'est un continuum, donc les phénomènes de rêverie, ou même la légère dissociation qu'on peut avoir lors des présentations orales ou des choses comme ça sont déjà des phénomènes dissociatifs. D'autres auteurs sont plus tranchés et disent: «La dissociation, c'est uniquement quand il y a du trauma». Bon, ce sont des points de vue différents. Mais du coup, oui, ça va devenir, pathologique lorsque ça va altérer le fonctionnement et ça renvoie finalement toujours au dernier critère du DSM. Vous savez, où on vous dit, doit entraîner une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement, quotidien et cetera et cetera.
Donc finalement, c'est comme à chaque fois, vous pouvez avoir des conduites de vérification, mais si ça vous fait pas souffrir et qu'en fait vous vérifiez 5 minutes, bon bah vous n'avez pas de TOC à proprement parler, mais vous vérifiez déjà. De la même manière, vous pouvez consommer de l'alcool sans avoir d'addiction. Donc voilà, ici encore, vous pouvez dissocier sans avoir de troubles dissociatifs véritablement installés. Tout à fait. On a aussi donc Maya qui nous demande, y a-t-il un seuil à la DES auquel vous déterminez qu'il est pertinent pour le patient de réaliser cette thérapie de la dissociation? Alors la DES, elle est beaucoup critiquée parce qu'elle est complexe à remplir par les patients. Euh, le score seuil, c'est plus un repère que véritablement se dire au-dessus de tel score, il faut faire la thérapie. Comme point de repère, on met 20% de moyenne généralement, hein, si je me souviens, il me semble que c'est bien ça. Quand les patients sont au-dessus de 20% en moyenne, on considère qu'ils ont des symptômes dissociatifs. Après, est-ce qu'il faut faire la thérapie? Est-ce que ça les gêne? Est-ce que ça va être utile pour leur quotidien ou pas? Donc ça, c'est une autre question encore. Mais en tout cas, 20%, ça peut vous donner un point de repère approximatif. Merci. On a aussi Nathalie qui demande en quoi cette nouvelle intervention apporte-t-elle des bénéfices par rapport à la thérapie des schémas qui s'attache à travailler sur la dissociation de traits. Alors, sauf si je ne m'abuse, parce que je connais moins ça, je connais moins en détail la thérapie des schémas, mais ici on est plutôt sur la conceptualisation de la dissociation comme un ensemble de modes. Euh, Et dans ce qu'on propose ici, on pense pas du tout que la dissociation, c'est finalement différents états. Vous avez vu, je vous ai jamais parlé de différents états de personnalité simultanés et que la personne allait switcher d'un état à un autre. On voit vraiment la dissociation sous le prisme d'un phénomène qui est neurobiologique, qui est intriqué sur l'activation émotionnelle et dans lequel il y a pas de basculement, entre guillemets, d'un état de personnalité à un autre. Euh, donc, tout ça pour reprendre, pardon. Donc pour moi, on est plutôt sur la prise de contrôle de ce processus-là plutôt que le passage d'un mode à un autre. Voilà. Mais je m'avancerai pas trop sur la thérapie des schémas, je ne suis pas expert non plus de cette question-là. Et peut-être que justement les travaux en cours liés aux spécificités du TDI pourront à l'avenir répondre à ces questionnements. Tout à fait, c'est des explorations. Après, le TDI, c'est plein d'enjeux, et notamment des enjeux d'évaluation qui sont très complexes. Donc voilà. Mais oui, il y a cette question-là. Et on a, avec la collègue, là, on a commencé à travailler une modification du protocole d'induction pour induire un autre état de personnalité. Euh, voilà, et puis on a rajouté des stratégies complémentaires justement pour essayer de contrecarrer cet état, mais ça nous pose encore pas mal de questions. Donc à voir ce que l'expérience et ce que les études vont nous amener par rapport à tout ça. Est-ce Hâte qu'on de on voir essaie tout peut-être ça. de voir s'il y a quelques petites questions à l'oral aussi, histoire de varier les plaisirs? Ouais, complètement. Oui, alors, Caroline. Et d'ailleurs, vous avez une Oui, question à l'écrit aussi, donc vous allez pouvoir me la poser à l'oral. exactement. Donc, je vais la faire à l'oral. Ouais, je voulais avoir votre point de vue sur la sophrologie dans le traitement de la dissociation, s'il vous plaît. Ouais. Alors, la sophrologie et les techniques on va dire, alors, sophrologie, pareil, je suis pas expert, donc je mets des pincettes sur ce que je dis, mais toutes les techniques d'apaisement, plutôt basées sur le corps et tout ça, sont intéressantes, mais le risque, c'est qu'elles entraînent l'activation de la dissociation. Parce que, encore une fois, hein, toujours mon modèle de la cascade de défense en fond, la dissociation, c'est une diminution anormale, entre guillemets, de l'activité physiologique. Donc, lorsqu'on fait diminuer l'activité physiologique des patients, ça arrive que ça les emmène en état de dissociation. Donc c'est déjà arrivé en fait dans la pratique que on fait des techniques simples de contrôle respiratoire, de relaxation en imagination, et en fait les patients déconnectent complètement. Alors du coup, ils trouvent ça agréable, hein, bien sûr, mais on ne leur apprend pas à contrecarrer le processus dissociatif. Mais ça peut être une technique quand même intéressante pour cette première partie de régulation émotionnelle, si jamais le patient il arrive à canaliser les choses et que ça ne finit pas par aboutir sur de la dissociation. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, je vous remercie. On a une autre question à l'oral par hasard. Donc, On passe n'hésitez à pas à vous l'écrit alors. manifester entre-temps en levant la main. On a une question de Mathilde Bourré cette fois-ci quant à l'EMDR.
quant au fait de savoir si le MDR impacte ou traite la dissociation. Alors, le MDR réduit les symptômes dissociatifs, mais par effet indirect, puisque en fait, euh, alors on va pas avoir ce débat ce soir, mais le MDR c'est quand même une forme d'exposition, hein, parce que c'est désensibilisation et retraitement. Donc là, ce que les études ont montré sur les thérapies d'exposition, c'est qu'on avait une diminution des symptômes psychotraumatiques et une diminution des symptômes dissociatifs, mais que les patients avec dissociation répondaient moins bien au traitement. D'où l'intérêt justement de développer des techniques complémentaires pour parfaire un petit peu tout ça, avec l'idée que, bah, grosso modo, hein, si je dissocie pendant que je retraite mon souvenir, bah, je vais moins bien le retraiter tout simplement. Donc oui, c'est efficace, mais c'est pas spécifique pour la dissociation. Alors, on a aussi une question de Jennifer Denesi qui se demande si cette méthode est adaptée pour les personnes qui souffrent de TCA sans psychotrauma et qui peuvent être dissociées de leur corps sur des moments plus ou moins longs. Ça, c'est une question intéressante. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il faut tester sur ce coup-là. Je n'ai pas la réponse et je vous invite à faire l'expérience et puis à partager comment ça se passe avec les patients parce que je suis très curieux. Oui. J'ai jamais, en tout cas, eu moi le cas de figure. Donc, ce serait à tester. Et on a Mathilde Bouviala qui à nouveau remercie de votre présentation et qui demande si les facteurs de risque socioculturels, par exemple, ou les facteurs de vulnérabilité sont un peu explorés ou pas encore. Alors, on n'a pas étudié ça spécifiquement dans les études. Alors, en termes de facteurs de risque, bon, bah, la confrontation à des événements traumatiques est un facteur de risque, ça c'est une certitude. Enfin, une certitude. En tout cas, on a des données qui vont dans ce sens-là. Après, on n'a pas étudié spécifiquement les facteurs catégories socio-professionnelles, etc., etc. C'est moins des choses sur lesquelles on s'est focalisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Notamment la première personne qui est intervenue tout à l'heure avait l'air d'avoir d'autres questions. Voilà, Thelma, c'est le moment, vous pouvez y aller. Je peux me permettre, du coup, je vais en profiter. J'avais juste une question concernant les TSPT repérés chez les participants. Est-ce que c'était du trauma simple, du trauma complexe? Parce que on repère quand même beaucoup de symptômes de déréalisation et de dépersonnalisation dans ce que vous nommez. Et ce que les patients semblent nommer aussi, mais j'ai du mal à conceptualiser cette question du contrôle de la dissociation et de cette conscientisation dans des traumas qui sont beaucoup plus complexes et une forme de- ouais, vraiment une absence de contrôle, voire une absence de conscience que c'est de la dissociation de manière générale chez certains patients. Donc votre question, c'est quoi exactement? C'est est-ce que les patients qui souffrent de trauma complexe pourraient accéder à ce type d'intervention aussi? C'est ça ou... Oui, dans le fond, ça serait ça, mais j'imagine que oui, puisque vous avez un questionnaire qui mesure une perspective plus complexe de vous, c'était Ouais. l'IRTC, ou je sais plus, Oui, enfin, c'est oui, pas. l'IDQC, oui, oui, tout à fait. Oui, je Euh, connais pas. oui, oui, en fait, les patients qu'on reçoit et qui ont donc participé aux études et qui participent au protocole d'intervention, ce sont que des patients qui ont des traumas complexes, en fait, hein. Je suis en train de réfléchir, mais en même temps, enfin, ou en tout cas, à 95%, ce sont des patients qui souffrent de traumas complexes, dans le sens événements répétés et dans le sens symptomatologie enfin, en tout cas, pas uniquement focalisé sur un événement précis avec des reviviscences d'un événement isolé, comme on peut le retrouver chez les patients qui ont été victimes d'un attentat ou des choses comme ça. Malheureusement, hein, dans les consultations, puisque du coup, les patients qui ont été inclus dans les recherches sont des patients qui viennent consulter au centre de psychotrauma et encore une fois, 95% des patients rapportent comme événement des violences sexuelles, principalement intrafamiliales et répétées pendant plusieurs années. Donc on est vraiment sur des profils de symptomatologie complexe, développementale, etc., etc. Ok, Et les ok. patients arrivent bien à avoir conscience, en fait, hein. D'ailleurs, parfois, ils activent volontairement à la dissociation. Ils le savent très bien qu'ils activent ça. Et parfois, ils vont même aussi
déclencher plus de violence quand ils sont pris dans ce jeu de violence pour passer le cap d'activation et déclencher les symptômes dissociatifs. Donc, Oui, c'est aussi dans ça où la question de la dissociation qui est normale et adaptative, je, je me demande toujours à quel point ça peut être adaptatif, notamment quand, enfin moi c'est ce que je vois dans ma population en tous les cas, la population que j'étudie, c'est que finalement il y a une répétition de la violence subie devient de la violence agie, et à quel moment le rôle de la dissociation intervient dans cette violence agie, et comment est-ce que cette dissociation peut encore être adaptative à ce moment-là. C'est pour ça que je suis dans ces questions-là. Et en plus, on a un spectre qui est très différent, puisque moi, je me base sur la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, donc qui n'est pas du tout la même approche. Donc, c'est pour ça, ça rend les choses complexes, mais très intéressantes. En tous les cas, je vous remercie. je vous en prie. Alors, je sais Est-ce pas s'il y a que... d'autres questions. Moi, j'en ai. Alors, à l'écrit, on a... Si Ah, moi jamais aussi, il y a des j'attends que questions. ça. Ah, si t'en as, bah, vas-y, Cyril. Moi, j'en ai déjà posé plein. Bah, si tu veux, on fait un tour de rôle. Ah, regarde, il y a Léna aussi qui a une question. Ah, Tiens, on passe notre tour. vas-y, Léna. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous poser la question de savoir si vous pensez que ce serait adapté à des personnes ayant un TDAH, sachant qu'il y a déjà des programmes qui utilisent la pleine conscience. Alors, après, puisqu'on moi, je suis aussi partisan des approches transdiagnostiques et processuelles. On sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui sont transversaux. Le travail d'entraînement à la régulation émotionnelle, on peut le faire avec quasiment tous les patients, hein. C'est ultra adapté. L'entraînement à la pleine conscience, il a montré son efficacité aussi dans plein d'interventions, donc ça, c'est possible. Après, la question, c'est euh, est-ce que la partie plus spécifique sur la dissociation, elle peut être donc tout ce que je vous ai montré sur création du thermomètre de la dissociation, puis induction, puis reprise de contrôle, est-ce que ça c'est intéressant à tester? C'est une question qui revient beaucoup des patients parce qu'ils disent bah voilà, parfois moi je suis tête en l'air, est-ce que c'est de la dissociation ou est-ce que c'est que je suis tête en l'air et que je me concentre pas? Et je leur dis mais au final, on s'en fiche si la technique que vous mettez en place, elle vous permet de reprendre le contrôle. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir si c'était de la dissociation ou juste être dans la lune? Donc, sur tous les modules un peu périphériques, entre guillemets, enfin, sur tout ce qui est régulation émotionnelle et pleine conscience, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et puis, sur les modules plus spécifiques, il faut peut-être juste les adapter sur les moments de perturbation intentionnelle. Et il y a peut-être possibilité d'en faire quelque chose d'intéressant aussi. Merci. Justement, vous avez parlé d'approche processuelle et je me demandais si dans les perspectives que vous proposiez en fin de présentation, il était prévu, vu que là c'était pour des patientes avec TSPT, je me demandais s'il était prévu de tester ça sur des populations cliniques plus globales qui présenteraient pas forcément de TSPT, mais simplement des symptômes dissociatifs. Voilà, on peut vraiment voir la dissociation comme quelque chose de transdiagnostique. Je crois que c'est quelque chose que vous proposiez aussi dans vos papiers. Ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, on est vraiment dans cette idée-là. Nous, on s'est focalisé au début sur le trouble de stress post-traumatique, parce que c'est là que c'est le plus prévalent. Et puis, il fallait, avant d'aller chercher, enfin, d'aller voir tout à droite à gauche, se concentrer sur un élément. Mais oui, la dissociation, elle apparaît chez plein de patients. Et ce phénomène à la fois d'anticipation positive ou négative de la dissociation, enfin, et ou d'ailleurs négative de la dissociation, on le retrouve chez les patients qui ont un trouble de déréalisation, dépersonnalisation. Et vous avez des collègues comme Hunter, alors qui n'ont pas fait de carrière universitaire, donc qui ont fait leur truc, et puis après, ils ont roulé et ils n'ont pas fait trop de pub, mais en tout cas, qui ont proposé déjà ce travail-là. Dans la personnalité borderline, on va retrouver aussi ce même phénomène d'évitement via la dissociation. Donc, on, on peut clairement voir la dissociation comme un processus transdiagnostique et que les processus sous-jacents soient des processus transdiagnostiques. Après, là, on n'a pas fait d'études en cours, mais pour la petite histoire, on a des collègues belges qui démarrent une thèse à Louvain et qui portera justement sur cette question-là. Parce que pour pouvoir conclure que c'est transdiagnostique, il faut recruter des patients qui ont plein de pathologies différentes et observer les mêmes phénomènes à travers toutes ces populations. Voilà, donc on a Pierre Philippot, Céline Douillet et Déborah Daran qui vont travailler sur cette question-là. Ce n'est que les prémices, mais si, je vous inviterai à surveiller ce qu'ils écrivent et puis ils pourront peut-être faire un séminaire avec vous prochainement. Voilà. Ils seront les bienvenus en tout cas.
Avec plaisir, oui. Moi, j'ai une question un peu aussi pratico-pratique. Il y a des patients qui sont difficiles à réassocier, à réancrer, même en essayant de mettre en place des techniques d'ancrage, des techniques cognitives, des techniques physiques avec des flexions, etc. Donc, tout à l'heure, vous parliez de ce truc de se frotter la poitrine jusqu'à la douleur. Est-ce que vous avez d'autres bottes secrètes de ce type-là, si ça ne marchait pas? Alors, si ça marche pas, ça commence à être ennuyeux. Euh, j'ai jamais eu de patient avec qui ça ne marchait pas. Euh, Dans ce qui marche bien aussi, c'est les odeurs fortes. Nous, on a au centre de psychotrauma, vous savez, un jeu avec plein de palettes d'odeurs et vous devez retrouver quelle est l'odeur enfin voilà, qui est présente. Et on a des odeurs qui peuvent être assez, alors non pas agressives, parce que c'est des odeurs agréables généralement, mais parfois un peu industrielles, entre guillemets. Et du coup, quand vous sentez ça vous réveille bien. Donc ça marche pas mal aussi. J'ai vu aussi là passer dans le chat le glaçon, oui, le froid, les sensations de froid, ça ramène aussi bien les patients. Dans le même genre, un peu loufoque, hein, vous avez le wasabi et le piment, ça aussi, généralement, ça réactive. Euh, C'est de la donc, torture, là. non, 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 il n'y a pas de conséquences négatives sur le long terme. Mais oui, il y a une petite, c'est légèrement aversif quand même. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de patient qu'on n'a pas réussi à ramener. Et le point sur la poitrine, on s'en sert vraiment en cas de force majeure. Et les patients s'en servent en cas de force majeure et sur les patients qui dissocient très fortement. Et, euh, et voilà, et qui peuvent avoir du mal à se rassembler et qui ont soit de la catatonie, soit du malaise vagal. Enfin, en tout cas, qui sont dans des formes assez sévères quand même de symptômes dissociatifs. Comme technique additionnelle, si jamais, pour le coup, c'est plutôt de l'expérience clinique, il y a l'humour qui fonctionne très bien. Pardon? Euh, L'humour, tout Oui, simplement, oui. qui fonctionne très bien, accompagné aussi de techniques d'ancrage. Il y a aussi le fait de pousser les murs du cabinet qui Oui, fonctionne oui, tout bien. à fait. Oui, ça marche bien. À l'humour, il faut avoir le listing de blagues prêt à l'emploi, du coup. Donc, Attention, des mauvais, ça peut peut-être Ouais. aussi faire revenir la personne face au bide, face à elle. ouais. Est-ce qu'on a des dernières questions ou est-ce qu'il va être temps de se remercier, se dire au revoir, se souhaiter éventuellement bon appétit pour ceux qui n'auraient pas encore mangé? Ou est-ce que quelqu'un a une question qui le tiraille, qui le taraude et qu'il n'a pas encore posée? Bon, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez un dernier éclair de génie. Et il y a une autre intervention là qui va être importante de faire en cette fin de webinaire. C'est notre intervention justement pour vous en redire un peu plus sur notre association. Donc assez rapidement quand même. Vous pouvez nous suivre. Donc ce webinaire a été organisé par l'AFPR, Association française du psychotraumatisme et de la résilience. Vous pouvez scanner le QR code pour nous suivre sur Instagram, qui est le réseau principal où on propose notre contenu. C'est plus pratique. Vous avez aussi les liens. Si une personne du bureau peut envoyer les liens éventuellement dans la conversation, s'il vous plaît, parce que moi, du coup, en projetant, je ne peux pas le faire en même temps. Voilà, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, avec du contenu sur le trauma, sur la dissociation, sur les stratégies qui peuvent être adaptées selon les référentiels théoriques et cliniques pour travailler sur tout ça. Voilà, vous pouvez également nous écrire si vous le souhaitez. Et pour nous soutenir, nous aider à organiser d'autres événements de la sorte, ainsi que d'autres projets de prévention, de sensibilisation, de diffusion, vous pouvez, si vous le souhaitez, nous soutenir en adhérant. Voilà, à nouveau, vous avez le lien qui est ici. L'adhésion est à partir de 5 euros pour les étudiants et étudiantes et à partir de 10 euros pour les professionnels. Et voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans ce navire qui ne fait qu'embarquer et qui n'a pas fini de vous présenter de vos projets. Et on remercie à nouveau Alexis Van Capel de sa présence, de sa belle intervention. Et je remercie aussi au passage toute l'asso pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup et merci beaucoup. On donne rendez-vous à tout le monde au 11 mars, 17h, 19h, pardon. Nathalie Boisselier, les HPI. Et à nouveau, on va aller regarder ce qui se passe dans la recherche scientifique. Merci beaucoup, Alexis Van Capel. Est-ce que Merci, vous merci. avez un mot de la fin? Non, juste bravo pour l'organisation, pour
toutes les personnes que vous avez rassemblées ce soir. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. C'est une belle dynamique que vous avez là. Donc, c'est super. Merci d'avoir Merci initié beaucoup. ce webinaire. On était vraiment ravis de votre réponse favorable et c'était vraiment très intéressant ce soir. Merci beaucoup. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. À bientôt Bonne pour la soirée. Merci. prochaine. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Allez, Bonne allez, soirée, au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Bonsoir, merci à tous. bonne soirée à toutes les personnes qui s'expriment dans le chat. Merci de votre Bonne présence. soirée, merci.